l'agressivité dans les premières années de la vie. S'ils avaient accès à des armes, leurs agressions pourraient provoquer de très sérieuses blessures. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Grand Reportage. Un peu partout, on entend régulièrement parler de la violence des adolescents. Et pourtant, difficile d'imaginer une seconde que l'être humain traverserait la période la plus violente de sa vie vers l'âge de 2 ans. En fait, on viendrait tous au monde potentiellement agressifs. Et ce soir, vous allez voir justement des situations où des enfants donnent libre cours à leurs impulsions agressives, ce qui, selon certains experts, ne serait pas une mauvaise chose en soi. Mais si cette agressivité n'est pas maîtrisée à temps, alors le bambin pourrait être enclin à suivre le chemin de la violence, voire de la criminalité. Ce documentaire présente des scènes de comportements agressifs qui sont normaux et fréquents chez les enfants de 0 à 5 ans. Ces images ont été tournées dans le milieu naturel des enfants et ont été sélectionnées par les auteurs uniquement en vue d'illustrer les propos du film. Aucun diagnostic n'est posé en rapport avec les comportements observés. Des femmes qui hésitent à circuler seules sur la rue le soir. Des personnes âgées qui n'osent plus sortir. Des méfaits de toutes sortes qui se multiplient et des prisons qui débordent. On comprend pourquoi la violence physique est une préoccupation de plus en plus grande dans nos sociétés modernes. Pourtant, la violence physique est loin d'être un phénomène récent, et les questionnements qu'elle soulève n'ont rien de nouveau. On s'est toujours demandé comment d'innocents bambins finissaient par devenir des adultes violents. Au fil des siècles, des philosophes et des chercheurs ont élaboré plusieurs théories pour expliquer et prévenir les comportements d'agression. Certains ont dit que les enfants étaient animés par des instincts de domination qu'ils devaient apprendre à contrôler pour vivre en société. D'autres ont conclu au contraire qu'on ne naît pas avec une prédisposition à la violence physique. On l'acquiert plutôt en imitant les autres. Depuis près de 2 siècles, dans tous les pays industrialisés, les statistiques officielles sur le crime tracent à répétition la même courbe. Cette courbe, dite de l'âge et du crime, montre très nettement que c'est à l'adolescence et au début de la vie adulte que les humains sont le plus souvent arrêtés et condamnés pour des agressions physiques. La majorité des citoyens semblent conscients de ce phénomène. En effet, lors d'un sondage national effectué au Canada, à la question « À quel âge les humains sont-ils le plus souvent violents ?», plus de 60% des gens interrogés ont répondu « à l'adolescence ». L'idée qu'on apprend à agresser est bien ancrée dans l'opinion populaire et dans plusieurs théories modernes. Le petit de l'homme viendrait au monde pur et innocent, avec une tendance naturelle au comportement pacifique. C'est l'environnement qui transformerait certains enfants en brutes à mesure qu'ils grandissent. À la fin de l'adolescence, ils auraient complété cet apprentissage de la violence. Les gestes d'agression physique commencent-ils vraiment à l'adolescence ? Rappelons-nous combien le monde a été consterné ces dernières années par des cas d'enfants de moins de 11 ans qui ont commis des meurtres gratuits sur d'autres enfants.
not knowing if their child was dead or alive. God, my baby. Police say the 6-year-old boy fired one shot. Comment est-ce possible qu'un garçon de 6 ans tue de sang-froid sa compagne de classe? She died, and so did the sense of peace for an entire school. Les travaux de recherche récents sur le développement de l'agression physique chez les animaux et chez les jeunes enfants commencent à éclairer un peu mieux le vieux débat de l'origine du mal. Au début de sa carrière, le docteur Richard Tremblay travaillait à la réhabilitation des criminels dangereux. Les échecs à répétition avec les adolescents et les adultes l'ont convaincu que pour prévenir la violence, il fallait comprendre le développement de ces comportements depuis la toute petite enfance. Pour cette raison, avec de nombreux collègues répartis un peu partout dans le monde, il scrute depuis plus de 20 ans le développement de milliers d'enfants et d'adolescents. Le problème avec les études qui soutiennent la théorie de l'âge relié à la criminalité, c'est qu'elles se sont centrées sur des adolescents et sur des adultes. Et on utilise uniquement l'information concernant les jeunes ou les adultes qui se font arrêter par la police. Il est évident que les enfants utilisent l'agression physique, mais comme ils ne se font pas arrêter pour avoir utilisé l'agression physique, ils ne comptent pas dans les statistiques qui sont utilisées pour calculer la courbe de l'agression physique avec l'âge. Il y a environ 20 ans, nous avons décidé d'essayer de comprendre le développement de l'agression physique en utilisant un échantillon de 1000 garçons. Les résultats de l'étude de garçons à partir de la maternelle nous ont fait comprendre qu'ils étaient à leur pire à la maternelle, ce qui nous a amené à la question à quel âge commencent-ils à utiliser l'agression physique? Est-ce que c'est lorsqu'ils sont en maternelle ou plus tôt? Les chercheurs ont fait une découverte troublante qui bousculait les théories psychologiques modernes sur les origines et les causes de la violence physique. C'est vers l'âge de 2 ans que les humains ont le plus souvent recours à l'agression physique. En se concentrant sur les manifestations les plus extrêmes d'agression physique au cours de l'adolescence, les criminologues, les psychiatres et les psychologues avaient oublié de chercher à identifier quand ces comportements avaient débuté. Qui pourrait croire d'ailleurs que nos mignons bambins puissent être capables d'agression physique? Mais si les enfants de 2 ans mesuraient 6 pieds, s'ils pesaient 250 livres, s'ils avaient accès à des armes, leurs agressions pourraient provoquer de très sérieuses blessures. Elles pourraient même tuer. En retraçant l'origine des comportements violents depuis le début, c'est-à-dire depuis la naissance, les chercheurs ont pu observer à quel point les gestes d'agression commencent tôt dans la vie. Comme agression et colère vont de pair, ils ont étudié les premières manifestations de colère chez les nouveau-nés. Le docteur Michael Lewis a mis au point un procédé ingénieux pour étudier le développement de la colère dans les premiers mois de la vie. En étudiant les émotions des jeunes enfants, nous pouvons très tôt dégager 5 ou 6 expressions d'émotion. Il y a la colère, la peur, le dégoût, la tristesse, l'intérêt et finalement la joie. Elles sont lisibles sur le visage, sur le corps. Ces états émotionnels, la colère incluse, sont présents dès la naissance.
Un bébé de 4 mois peut donc démontrer de la colère et se comporter de façon colérique lors de certaines de nos expériences. À mesure que sa motricité se développe, le bébé pose des gestes de plus en plus précis. À 6 mois, il se tient assis et saisit les objets qui se trouvent à sa portée. À 9 ou 10 mois, il se déplace en rampant et sa motricité se développe. C'est le début des agressions dites exploratoires. Le Dr Peter Smith est l'un des experts de réputation internationale qui s'intéresse à l'origine et au développement des comportements d'agression. Aussitôt qu'ils commencent à se déplacer en rampant, ils commettent ce que nous appelons des agressions exploratoires. Par exemple, tirer les cheveux et les oreilles d'un autre enfant ou lui donner des coups. Vers 1 an, on voit le bébé se tenir debout, ce qui libère ses mains. Il a alors la capacité de menacer ou de frapper quelqu'un, même si ses gestes sont encore maladroits et qu'il n'a pas beaucoup de force. Bientôt il marche et bouge avec plus d'assurance. Rapidement, il pourra même courir pour attaquer un autre enfant et se sauver par la suite. Autour de 2 ans, certains enfants semblent se transformer en véritables petites terreurs. C'est la fameuse période du non. C'est aussi l'époque des spectaculaires explosions de colère, aussi soudaines et imprévisibles que les orages d'été. Qu'est-ce qui provoque les crises de colère? Très bonne question. Elles semblent à première vue être provoquées par des choses banales. Vous n'avez pas beurré le bon côté de la rôtie, votre enfant voulait son lait dans la tasse verte, pas la bleue. Il vous a fallu une seconde de trop pour lui donner ses céréales. Ce sont des situations de ce genre qui vont déclencher ces crises. Et ils vont vous frapper et vous cogner s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils se mettront à crier, vous feront une scène monstre et se lanceront par terre. Nous observons le même genre de comportement chez les singes. Une mère réagira quelquefois à ce type d'appel émotionnel, en prenant son bébé, en le caressant gentiment, etc. Au moment de fêter son 3e anniversaire, l'enfant possède les habiletés motrices nécessaires pour poser tous les gestes d'agression physique dont les adolescents et les adultes sont capables. Contrairement à la croyance populaire, on constate que normalement, vers l'âge de 4 ans, le nombre d'agressions physiques, plutôt que d'augmenter, se met à diminuer. Non seulement les gestes d'agression se transforment, mais leur fréquence diminue jusqu'à l'adolescence. En fait, comparé aux adolescents et aux adultes, les enfants de moins de 5 ans sont de véritables champions du crime contre la personne. Lorsqu'on observe le comportement social des jeunes enfants, des enfants de 2 ans, on compte le nombre d'agressions physiques par demi-heure ou par heure. Lorsqu'on étudie les agressions physiques chez les adolescents, on compte le nombre d'agressions physiques par année ou par mois ou, à la limite, par semaine. On peut se demander pourquoi et comment les gestes d'agression diminuent au fil des ans. D'abord, il faut dire que la tendance à recourir à l'agression physique semble naturelle chez les humains comme chez les animaux. La raison en serait très simple.
Au cours de l'évolution, ce sont les individus capables d'attaquer et de se défendre qui ont pu survivre et se reproduire. Cet héritage nous est resté. Mais en même temps, chez les animaux qui vivent en groupe comme chez les humains, des mécanismes se mettent en place graduellement dès le début de la vie pour freiner ces comportements naturels d'agression. Il est facile d'imaginer pourquoi. La survie d'un groupe serait sérieusement menacée si les individus qui en font partie passaient leur temps à s'agresser les uns les autres. Il semble donc que les animaux sociaux, y compris les humains, soient programmés pour freiner leur comportement d'agression. Et ce ne serait ni dans le cœur, ni dans l'âme que cette programmation est inscrite, mais bien dans notre cerveau. Les docteurs Mario Beauregard et Thomas Poss comptent parmi les chercheurs de pointe qui ont recours aux techniques d'imagerie cérébrale pour comprendre le développement du cerveau et étudier son fonctionnement. La croyance populaire veut que les émotions viennent de l'âme. Nous commençons cependant à savoir exactement comment se déroule le processus émotionnel dans le cerveau. Grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on a pu observer qu'à mesure que le cerveau se développe, il est de plus en plus capable de contrôler des émotions comme la colère et que la répression des gestes d'agression s'installe graduellement. Un peu comme nous pouvons maîtriser nos pulsions sexuelles, nous sommes aussi capables de maîtriser notre agressivité dans un contexte social, pour ne pas frapper tous ceux que nous n'aimons pas. Il y a peut-être, bien entendu, les régions frontales, très importantes pour ce genre de contrôle. Si nous n'avions pas ces régions, nous agirions en automate. Nous ne serions que des machines répondant à des stimuli. Tous les cerveaux ne gèrent pas la colère de la même façon. Leur capacité de contrôler les émotions négatives est influencée par différents facteurs, dont le tempérament. Nous possédons tous deux systèmes qui sont plus ou moins actifs selon notre personnalité. D'un côté, une sorte d'accélérateur qui nous pousse à agir et à rechercher des sensations fortes, par exemple. De l'autre, un frein qui nous modère et nous pousse à la prudence ou nous inspire la peur. Chez certains, l'accélérateur est plus puissant, alors que chez d'autres, c'est le frein qui domine. Ces différences de tempérament se voient dès la naissance. Tous les parents qui ont plus d'un enfant savent très bien que certains bébés sont faciles, alors que d'autres sont agités, difficiles, et ne tolèrent pas la moindre frustration. Mais le tempérament n'est pas seul en cause. Un autre facteur très important, c'est l'environnement. Il sculpte le cerveau humain, qui est très malléable au début de la vie. À la naissance, le cerveau d'un enfant pèse environ 500 grammes, ce qui représente environ le tiers d'un cerveau adulte. Mais dans les 4 années suivantes, leurs cerveaux grossissent plus ou moins jusqu'à leur taille adulte, ce qui fait qu'à 5 ans, leurs cerveaux sont à peu près de la même grosseur que celui d'un adulte. Cela nous indique qu'il se passe beaucoup de choses dans le développement du cerveau lors des 4 premières années de la vie. Dans un environnement adéquat,
même les enfants au tempérament plus réactif deviendront généralement des adultes non violents. Comment l'environnement d'un enfant permet-il alors à son cerveau de développer des freins à l'agression physique? Tous les enfants ont du plaisir à pousser, à taper, à frapper, parce que les humains sont programmés pour faire ces gestes qui assurent la survie. Mais au contact des autres, ils apprennent que le plaisir de frapper quelqu'un est bien souvent suivi de la douleur de se faire frapper en retour. Ou encore, ils apprennent que si on fait mal aux autres, on risque de se retrouver seul. En effet, une des règles de la survie en société, c'est que les individus qui persistent à utiliser l'agression physique pour régler leurs litiges ou pour passer leurs frustrations sont exclus. Cela est vrai aussi bien chez les humains que chez les singes. Depuis plus d'une trentaine d'années, le professeur Stephen Suomi étudie le développement des comportements sociaux chez les singes. Le groupe social fait régner l'ordre de lui-même. Il applique des règles de dominance sociale, la morale de la troupe. Les singes qui ne respectent pas ces règles, qui sont trop agressifs lors de leur interaction, ne restent pas longtemps à l'intérieur de la troupe. Ils en sont expulsés, deviennent solitaires et la plupart ne survivent pas très longtemps. À mesure que l'enfant qui agresse reçoit un message clair de désapprobation, les connexions neuronales nécessaires se font et deviennent au fil du temps de plus en plus fortes. And we're gentle with our friends. We don't hurt our friends. Tony? Laura is saying it was too loud for her ears. Okay. Okay? Okay. So you're gonna use your soft voice? Okay. Okay, I see that you look sad. Why don't you go tell him? Comme l'humain a besoin des autres pour son développement et sa survie, le désir de garder ses amis pousse l'enfant à rechercher des compromis et de nouvelles façons de résoudre les conflits. Si une dispute éclate, ce même désir l'incite à vouloir faire la paix. La réconciliation après une dispute est d'ailleurs un comportement typique des animaux sociaux. Oh, ben là, si toi, par exemple, ça va pas bien, hein? Veux-tu qu'elle donne un bisou ou qu'elle te fait mal? On voit donc que le plaisir de l'enfant à être dans le groupe force son cerveau à développer des moyens de réguler sa colère. Le cortex orbital frontal va envoyer de vastes projections anatomiques vers les différentes régions qui constituent ce qu'on appelle le système limbique, la partie émotive du cerveau. Il va envoyer vers ces régions des commandes inhibitoires en utilisant un neurotransmetteur appelé sérotonine pour les empêcher d'agir. La sérotonine est le neurotransmetteur clé pour la régulation des émotions. Nous savons par exemple que les gens avec un faible taux de sérotonine dans leur système ont plus de risques d'adopter des comportements agressifs ou très violents. Le docteur Simon Young compte parmi les experts internationaux qui s'intéressent au tryptophane, un aminoacide naturel précurseur de la sérotonine. Pour notre étude, nous avons pris 100 personnes ordinaires et nous leur avons donné du tryptophane pendant 12 jours, le temps d'étudier environ 17 interactions et un placebo pendant 12 jours. Le tryptophane apparenté au placebo les rendait moins querelleurs et plus dominants. C'est intéressant parce que les gens relient souvent l'agression à la dominance, ce qui n'est pas toujours vrai. Si vous êtes agréable et dominant, on dira que vous avez du charisme, du leadership ou quelque chose du genre. Cela dénote un mouvement vers un comportement social plus constructif.
Le développement du cerveau permet normalement aux enfants de contrôler leurs émotions, et ce, très tôt dans la vie. Peu à peu, au fil des expériences qu'ils vivent avec leurs parents, ils arrivent à se concentrer pour regarder, écouter, toucher, frotter, sucer. Toutes sortes de tactiques qui leur permettent d'attendre un peu sans faire de crise de colère. À partir de l'âge de 15 mois, il se passe un phénomène important en lien avec l'agression physique. C'est à peu près à cette époque qu'apparaît la conscience de soi. Les enfants réalisent qu'ils sont distincts des autres et commencent à éprouver d'autres émotions. La fierté, par exemple. Mais aussi la honte, l'embarras. Ces nouvelles émotions aideront l'enfant à inhiber ses gestes d'agression envers les autres. Cependant, ces nouveaux sentiments sont aussi de nouvelles sources de colère et de crise. Parce que les circuits neuronaux requis pour gérer la colère et la frustration ne sont pas encore parvenus à maturité. Résultat, les émotions prennent le dessus. À bien y penser, ce n'est donc pas surprenant que ce soit vers l'âge de 2 ans que l'enfant a le plus souvent recours à l'agression physique et qu'il fait ses plus spectaculaires crises de colère. C'est d'ailleurs une période cruciale pour lui apprendre que hurler, frapper, taper ou mordre ne sont pas des manières acceptables de s'exprimer. You hit mommy, you don't get a banana. No. Heureusement, grâce à la maturation du cerveau, c'est aussi l'âge où l'enfant maîtrise de mieux en mieux un outil qui lui permet de s'affirmer de façon plus pacifique. Le langage. L'enfant peut alors dire ses besoins, ses désirs, ses frustrations et ses émotions. I am angry. I am mad, 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 mad. And I am very angry. Plus les adultes aident l'enfant à utiliser des mots pour s'exprimer, moins il aura besoin de le faire par des cris et par des coups. La mémoire est un autre frein à l'agression physique. Plus l'enfant vit des expériences nouvelles, plus sa mémoire enregistre, même à son insu, des solutions de rechange à l'agression. Ce qu'on appelle la régulation inconsciente est en fait une mémorisation des règles de société que nous apprenons lors de notre éducation. Cela nous évite d'avoir à faire des efforts conscients pour bien nous conduire lors de nos rapports sociaux. Chez les humains et chez les animaux sociaux, c'est en côtoyant les membres de sa tribu qu'un jeune apprend les règles reliées à l'agression. C'est ce qu'on appelle la socialisation. Au risque d'en étonner plusieurs, une étape importante de la socialisation se fait par les jeux de bataille. Le docteur Jan van Hoff a consacré la plus grande partie de sa carrière à l'étude des comportements sociaux des chimpanzés. Le phénomène des jeux de combat est tout à fait remarquable. Il nous montre à quoi ressemble le monde, à quoi ressemblent nos relations sociales, tout en n'étant pas sérieux, en restant du jeu. Et les primates, les chimpanzés en particulier, ont un visage de jeu qui ressemble beaucoup au rire humain. Quand vous jouez avec un chimpanzé, que vous en chatouillez un autre, votre visage de jeu ressemble à ceci. Il dit « Je comprends que tout ceci est drôle, pas sérieux. J'aime ça. Je vais te frapper, je vais te battre, je vais t'agresser, mais on fait ça pour s'amuser. » Mais en même temps, quand des animaux sont en compétition dans un jeu de combat,
L'un d'eux peut y aller un peu plus fort, en poussant et en jouant plus rudement, des fois même en laissant des traces de morsure dans le cou de l'autre. L'animal qui utilise un peu plus la force lance un message à l'autre. Il lui dit « Je suis plus fort que toi. Si nous nous battions pour vrai, je pourrais gagner. » Même s'ils sont naturels chez les humains, les jeux de bataille sont souvent interdits par les parents et les éducateurs. Pourtant, aussi violents qu'ils puissent paraître aux yeux des adultes, ces jeux sont utiles au développement de l'enfant. Se mesurer physiquement aux autres permet de découvrir qui est le plus fort, où sont les limites de chacun et quelles agressions sont acceptables. Ils obligent aussi au compromis, c'est-à-dire que le plus fort doit apprendre à laisser ses partenaires gagner de temps en temps, sans quoi ils ne voudront plus jouer avec lui. En bout de ligne, ces jeux semblent apprendre aux jeunes à contrôler leurs gestes agressifs. La discipline joue un rôle très important dans la disparition des comportements d'agression. La docteure John McCord, ancienne présidente de l'American Society of Criminology, étudie depuis le début de ses études à Harvard dans les années 50 le rôle des parents dans la socialisation. Prenons l'exemple d'un enfant qui se bat avec son frère et que vous voulez arrêter. Vous pouvez lui prendre les mains en disant « Arrête de frapper ton frère, tu ne vois pas que tu lui fais mal. » Ou vous pouvez dire « Arrête ou je vais te punir. » Ou encore « Arrête » pour ensuite le frapper. Quand vous dites « Arrête de frapper ton frère, regarde comme tu lui fais mal », vous apprenez à votre enfant que faire mal à son frère n'est pas une bonne chose, qu'il ne faut pas le frapper. It's not a game, honey. It's very dangerous. You understand? Give me a kiss. Go outside and play. En disant « arrête ou tu seras puni », vous affirmez que vous détenez le pouvoir sur celui qui frappe et l'enfant devra décider si c'est parce que vous êtes son parent ou parce que vous êtes plus fort et dans quelles circonstances on a le droit d'infliger de la douleur. Vous venez d'introduire l'enfant à la notion d'infliger de la douleur. Et si vous frappez l'enfant, son problème sera alors de savoir quand c'est bien de frapper, et il va frapper encore plus. Il y a une foule de preuves qui démontrent que les enfants qui sont frappés ont plus de risques de frapper les autres, et même de commettre des crimes plus tard. Alors, les enfants de 2 ans, petit à petit, apprennent. Et lorsqu'ils entrent à l'école, ils ont réussi assez bien à contrôler ces tendances à utiliser l'agression physique. Manifestement, certains n'ont pas appris à inhiber ces comportements. À preuve, les crimes et les assauts physiques persistent. Des chercheurs ont voulu comprendre pourquoi. Le docteur Adrian Rain a été l'un des premiers chercheurs à utiliser le scanner pour étudier les structures et le fonctionnement cérébral des meurtriers. Nous avons fait une étude d'imagerie cérébrale sur 41 meurtriers et 41 personnes non violentes. Et nous avons scanné leur cerveau. Nous avons découvert qu'en tant que groupe, les meurtriers avaient une partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui fonctionnait beaucoup moins bien. C'est la partie qui se trouve au-dessus des yeux, derrière le front. C'est la partie la plus évoluée du cerveau chez l'humain, celle qui nous permet d'agir socialement et de vivre rapprochés sans nous égorger. Elle est importante pour le contrôle et la régulation des parties du cerveau qui sont plus primitives et où naissent les émotions agressives.
C'est un peu comme un ange gardien du comportement. Un fonctionnement inadéquat du cortex préfrontal prédispose aux gestes d'agression. Si le cortex préfrontal ne se développe pas normalement, ou s'il subit des dommages, cela affectera sa capacité à contrôler la partie plus primitive du cerveau, celle qui est à l'origine des impulsions et des gestes d'agression. Les recherches sur le développement du système nerveux et celui des comportements sociaux montrent de plus en plus clairement l'impact de l'environnement sur la capacité du cerveau à gérer l'agression physique. Selon plusieurs spécialistes, la consommation de substances toxiques et une mauvaise alimentation durant la grossesse font courir de grands risques à l'enfant. Nous savons que les mères qui fument durant leur grossesse ont plus de risques d'avoir des enfants qui deviendront asociaux, criminels et violents. Beaucoup d'études faites dans plusieurs pays différents arrivent à cette conclusion. C'est avant tout à cause de l'exposition à la nicotine. Durant la grossesse, cette exposition dérange le développement du cerveau du fœtus. Les études d'imagerie cérébrale commencent à démontrer que ces dérangements au cerveau peuvent prédisposer à des comportements violents. Cela nous amène à soupçonner qu'une exposition à la cigarette durant les débuts d'une grossesse endommage le cerveau et que ces dommages empêchent les freins d'urgence du comportement de bien fonctionner. Les recherches démontrent aussi qu'un accouchement difficile et des mauvais traitements infligés aux bébés et aux jeunes enfants peuvent entraîner des dommages cérébraux importants. Le cerveau des enfants qui sont maltraités, comme les bébés secoués par exemple, en viendrait à être transformé au point où l'enfant serait peu capable de gérer ses impulsions. Si vous agitez vigoureusement un enfant de façon répétée, vous allez endommager le cortex préfrontal. Voilà le crâne et voilà le cortex préfrontal. Agitez un enfant vers l'avant et l'arrière et le cortex préfrontal va heurter les protubérances osseuses du crâne. Il sera endommagé et meurtri. Il ne fonctionnera pas bien et l'enfant aura plus de risques de devenir asocial et agressif. Malheureusement, les mêmes déficits cérébraux entraînent aussi d'autres incapacités qui ne sont pas pour arranger les choses. Les enfants qui ont du mal à contrôler leurs émotions ont plus de mal à apprendre. Ils sont moins compétents dans la résolution de problèmes. Ils ont des difficultés de langage et connaissent souvent des échecs scolaires. Une chose est sûre, il est rare qu'on devienne subitement violent à l'adolescence. À preuve, les criminels violents ont généralement une longue histoire de comportements agressifs derrière eux. Le docteur Terence Thornberry a étudié le parcours de centaines de jeunes délinquants. Les professeurs et les autres enfants ont de la difficulté à interagir avec eux. Et l'attitude asociale qu'ils ont dès leur jeune âge a pour conséquence qu'ils sont rejetés par leur groupe conventionnel. Ils finissent par se tenir entre eux et renforcent entre eux leur comportement agressif. Ce comportement devient de plus en plus grave. Il escalade et prend de l'expansion jusqu'au moment où ils commettent des gestes agressifs. Les jeunes délinquants représentent un coût très élevé pour la société. Non seulement les mesures d'isolement sont coûteuses, mais beaucoup d'entre eux emprunteront la voie de la criminalité violente pour terminer leur parcours en prison. On sait aujourd'hui que la capacité d'inhiber les gestes d'agression est liée aux premiers soins et aux premières stimulations du jeune enfant. À cause d'une absence de ressources, d'une instabilité parentale ou d'une discipline inconstante, par exemple, certains enfants n'arrivent pas à acquérir ces outils cognitifs et affectifs qui leur permettraient de résoudre leurs problèmes autrement qu'en frappant. Au département de psychiatrie de l'Université de Chicago, la docteure Kate Keenan effectue des recherches sur les enfants référés pour des problèmes d'agression. Des enfants aussi jeunes que l'âge de 18 mois ont été acheminés vers notre clinique parce que leur comportement était hors de contrôle et qu'ils étaient agressifs. La plupart des enfants que nous traitons ont entre 3 et 4 ans.
Mais quand nous demandons à leurs parents vers quel âge leurs problèmes ont commencé, ils répondent souvent entre 18 et 24 mois. C'est une période difficile pour le développement, autant pour les enfants que leurs parents. Des études montrent que les services de visite à domicile qui offrent un soutien aux jeunes parents et des informations essentielles concernant le développement de leur bébé améliorent les soins donnés aux enfants et préviennent la délinquance violente. À mesure qu'ils vieillissent, les enfants sont influencés par d'autres personnes qui prennent une place importante dans leur vie. C'est le cas des amis, des gardiens, des éducateurs, des entraîneurs. Tout comme les parents, ces personnes joueront un rôle important dans le maintien ou l'abandon des gestes d'agression. Les enfants qui n'arrivent pas à trouver d'autres solutions que l'agression physique durant les années préscolaires ont beaucoup de problèmes. Ils ont tendance à être hyperactifs et inattentifs. Ils obtiennent de mauvais résultats à l'école et leur comportement perturbe. Ils sont donc rapidement retirés de leur entourage naturel pour être placés dans des classes, des écoles ou des institutions spéciales en compagnie d'autres déviants. Pour éviter aux enfants cette trajectoire malheureuse, il faut cesser de croire que les comportements d'agression physique commencent à l'adolescence. Il est également nécessaire de comprendre que certaines prédispositions biologiques à de tels comportements se mettent en place dès la grossesse. C'est pourquoi intervenir à l'adolescence, c'est intervenir trop tard. Il faut investir dans la petite enfance. James Heckman, récipiendaire d'un prix Nobel en économie, arrive à cette même conclusion après s'être intéressé au programme de formation destiné aux adultes. En tant qu'économiste, je me demanderais s'il faut investir dans les compétences des enfants, s'il faut investir dans les personnes et dans les gens. À quel âge ces investissements ont-ils le meilleur retour économique? J'ai constaté lors d'une série d'études que les retours étaient les meilleurs quand les investissements étaient effectués très tôt. Si on sait que les comportements d'agression apparaissent naturellement chez les jeunes enfants, on sait qu'ils peuvent également apprendre très tôt à contrôler ces comportements. Tous les parents, éducateurs, professionnels doivent être à l'affût de l'apparition des premières agressions afin d'aider les jeunes enfants à adopter des comportements socialement plus adéquats. De cette façon, nos petits chérubins ne se transformeront pas en adultes violents.